On raconta plus tard que la nuit où les gendarmes forcèrent enfin la porte de la maison noyée dans le brouillard normand, ils eurent d'abord l'impression de pénétrer dans un lieu déserté depuis des générations. Pourtant, l'air qui s'en échappa était tiède, presque humide, chargé d'une odeur lourde où se mêlaient la cire rance, la pierre moisie et une note plus âcre, plus métallique, comme si quelque chose de vivant avait longtemps respiré entre ces murs. La lanterne du brigadier vacillait non sous l'effet du vent, mais sous le poids d'un silence épais, tassé dans chaque pièce, un silence qui semblait observer ceux qui le troublaient. Au rez-de-chaussée, la poussière se levait lentement à chaque pas, dessinant dans la lumière des volutes paresseuses, comme si la maison elle-même résistait à l'intrusion. Les murs étaient nus, marqués par des cadres absents, laissant des rectangles plus clairs, traces d'images retirées à la hâte. Le long du couloir, des traînées brunâtres s'étiraient jusqu'à l'escalier, fines, répétées, presque méthodiques, comme le passage incessant d'un objet que l'on aurait tiré sans jamais le relever. Mais ce ne fut pas la vision qui figea les hommes. Ce fut le son. Un souffle étouffé, régulier, obstiné, trop lent pour être celui d'un animal, trop imparfait pour être humain. Une respiration qui semblait apprise, répétée, corrigée dans l'ombre. Le brigadier posa le pied sur la première marche. Le bois gémit faiblement. À chaque pas, le souffle se précisait, gagnant en proximité. Arrivé sur le palier, avant même d'ouvrir la porte entr'ouverte, il comprit que cette affaire ne serait jamais consignée dans un registre officiel, car dans l'obscurité, derrière le mur fissuré, deux yeux le fixaient déjà, grands ouverts, immobiles, attendant depuis longtemps qu'on vienne enfin les nourrir de regards. On ne trouve presque aucune mention officielle de cette affaire dans les archives départementales. Les quelques feuillets encore consultables sont gonflés par l'humidité, griffonnés d'une encre devenue pâle, parfois illisible, et portent tous le même tampon rouge, apposé avec une insistance presque maladive. Dossier à ne pas communiquer, 1923. Aucun rapport détaillé, aucun procès-verbal complet. Seulement des fragments. Des silences, et la sensation persistante que quelque chose a été volontairement soustrait à la mémoire collective. En croisant des registres paroissiaux incomplets, des témoignages recueillis bien après les faits et une correspondance privée jamais versée aux archives, il devient toutefois possible de reconstituer partiellement les événements survenus dans la vallée de Rochebrune entre l'hiver 1911 et le printemps 1914. À cette époque, la région vivait presque coupée du reste du pays. Les routes y étaient rares, souvent impraticables, et les collines boisées retenaient une humidité constante. La brume descendait chaque soir vers l'ancien marais, enveloppant les fermes d'un voile épais qui ne se levait parfois pas avant midi. Au cœur de ce paysage se trouvait le hameau de La Basse-Combe. Une poignée de maisons en pierre, un chemin muletier, une chapelle aux vitraux verdâtres, et une métairie légèrement à l'écart, plus vaste que les autres, la métairie des Vaux. C'est là que vivait la famille Montlore. Étienne, le père, était connu pour son mutisme et son endurance presque maladive. Hélène, la mère, perdait progressivement la vue. Leurs fils, Armand et Jules, apparaissent encore dans le recensement de 1911. Après cette date, toute trace disparaît. Aucun décès, aucun départ officiel, aucun commentaire du curé. Le dossier évoque seulement des anomalies rurales, une formule commode utilisée pour clore les affaires dérangeantes. La disparition de la famille Montlore et le silence obstiné des habitants de la Basse-Combe furent méthodiquement étouffés. Ce récit tente d'en restituer les contours, là où l'administration a choisi d'oublier. Les premières anomalies signalées à la Basse-Combe ne concernaient ni cris, ni violence, ni disparition brutale. Elles étaient plus diffuses, presque insignifiantes, prises isolément. Des détails. Des habitudes qui se déformaient lentement, comme si le quotidien avait pris un léger retard sur lui-même. À partir de l'hiver 1911, plusieurs habitants affirmèrent avoir vu Hélène Montlore sortir chaque soir à la même heure, peu avant la tombée complète de la nuit.
toujours seule, toujours enveloppée du même châle sombre, malgré la pluie persistante qui s'infiltrait dans la laine. Elle traversait la cour de la métairie des Vaux avec une lenteur inhabituelle, tenant contre elle un petit seau ou un panier recouvert d'un linge. Elle ne saluait plus, ne levait plus les yeux. Certains dirent qu'elle murmurait comme si elle comptait ses pas. Ses sorties devinrent une routine, trop régulière pour passer inaperçue. Les enfants du hameau, d'abord curieux, cessèrent rapidement de s'approcher. Les chiens, eux, se mettaient à gémir lorsqu'elle passait, tirant sur leurs chaînes, le poil hérissé, comme agité par une odeur qu'ils reconnaissaient sans pouvoir la nommer. À l'intérieur de la maison, d'autres signes apparurent. Le boulanger nota que la famille Monlaur commandait désormais plus de pain qu'à l'accoutumée, malgré l'absence visible des deux garçons. Le boucher, interrogé des années plus tard, se souvenait de demandes étranges, des morceaux peu prisés, riches en os, parfois refusés par d'autres clients, toujours payés comptant, toujours sans discussion. Étienne Monlaur, le père, cessait progressivement de se montrer. On l'apercevait parfois à travers la brume matinale, immobile près de la grange, regard fixé vers la forêt détrempée qui bordait le marais. Il ne répondait plus aux salutations. Un voisin raconta l'avoir entendu parler seul, à voix basse, tard dans la nuit, comme s'il répétait une instruction apprise par cœur. À la chapelle, Hélène occupait désormais le dernier banc, à l'écart. Le curé nota dans son carnet une phrase restée sans explication. La mère ne prie plus pour les vivants. Aucun commentaire supplémentaire, aucun suivi. Puis vinrent les bruits. D'abord discrets, un choc sourd, répété, semblable à un objet heurtant un mur, toujours à la même heure. Puis un frottement régulier, presque mécanique, que certains comparèrent au déplacement d'un meuble lourd. Ces sons semblaient provenir du mur nord de la métairie, celui qui donnait sur la pente marécageuse, rarement fréquentée. La pluie fine, omniprésente cet hiver-là, amplifiait les échos, les étirait dans la nuit jusqu'aux maisons voisines. Un soir de février 1912, une voisine affirma avoir vu une faible lueur danser derrière une fissure du mur extérieur, bien après l'extinction habituelle des lampes. La lumière ne clignotait pas. Elle restait stable, attentive. Dans les mois qui suivirent, Armand puis Jules cessèrent définitivement d'apparaître. Aucune annonce, aucune question publique. Le hameau se replia sur lui-même, comme s'il avait compris qu'il valait mieux ne pas remarquer certaines absences. Le marais, gonflé par les pluies, commença à attirer des nuées d'oiseaux agités. On retrouva plusieurs poules mortes, la nuque brisée, sans trace de prédation claire. Les anciens parlèrent d'un mauvais hiver, d'une terre trop humide, d'un déséquilibre passager, mais une certitude s'installait lentement. À la métairie des Vaux, quelque chose continuait d'être nourri, régulièrement, méthodiquement, et personne, à la Basse-Combe, ne voulait être celui qui poserait la question à voix haute. Au printemps 1912, la métairie des Vaux commença à attirer une attention qu'elle n'avait jamais suscitée auparavant. Non pas une curiosité ouverte, mais une vigilance muette, lourde, presque honteuse. On ralentissait en passant devant la maison. On détournait les yeux trop vite, et surtout, on se souvenait de détails que l'on aurait préféré oublier. La pluie, cette année-là, ne sembla jamais vraiment cesser. Elle imbibait les chemins, gonflait le marais et s'infiltrait dans les murs anciens de la métairie. Le bois gonflé gémissait la nuit, les pierres suintaient. Une odeur de moisissure, mêlée à celle du fumier humide, s'échappait jusqu'au chemin muletier. Pourtant, malgré l'humidité constante, une partie de la maison restait anormalement sèche. Le mur nord, épais, aveugle, celui derrière lequel on entendait parfois les bruits. Un journal intime, retrouvé bien plus tard dans les affaires d'un ancien instituteur, mentionne une visite faite à la métairie en avril. Il y décrit un malaise immédiat, une impression de présence diffuse. Hélène Monlaur l'aurait accueilli avec une politesse mécanique, répétant 2 fois les mêmes phrases, comme si elle craignait d'oublier l'ordre des mots.
Ses yeux, déjà presque voilés, semblaient fixer non pas son interlocuteur, mais quelque chose derrière lui. L'instituteur note surtout le bruit, un raclement lent, profond, étouffé par la pierre. Il précise qu'il ne provenait ni du sol ni du plafond, mais du mur lui-même. Lorsqu'il en fit la remarque, Hélène se contenta de dire « c'est le bois qui travaille ». Pourtant, la maison ne comportait aucune poutre à cet endroit précis. À partir de ce printemps-là, les livraisons à la métairie changèrent de nature. On ne parlait plus seulement de pain ou de viande. Des sacs de chaux furent commandés, en quantité inhabituelle. Un maçon de passage fut vu quittant la propriété au crépuscule, les mains couvertes d'une poussière blanchâtre. Il ne resta qu'une journée. Interrogé des années plus tard, il affirma ne se souvenir de rien de précis, sinon de l'odeur persistante et d'un courant d'air anormal derrière le mur nord, comme si un vide s'y cachait. Étienne Montlore, jusque-là effacé, recommença à apparaître au village. Mais il avait changé. Il marchait courbé, les épaules tendues, comme s'il portait un poids invisible. On le vit acheter des clous, des planches épaisses, puis une lourde porte récupérée d'une grange abandonnée. Personne ne le vit jamais les installer. Pourtant, peu après, le bruit derrière le mur sembla s'assourdir, devenir plus contenu. Les animaux, eux, réagissaient différemment. Les vaches refusaient d'approcher la clôture nord. Les oiseaux évitaient le toit de la métairie. Un soir, un chien fut retrouvé noyé dans le marais, sans blessure apparente, comme s'il avait fui quelque chose jusqu'à l'épuisement. À la chapelle, Hélène ne venait plus. Le curé nota son absence prolongée, puis cessa d'écrire à son sujet. Dans le hameau, une règle tacite s'installa, ne pas parler de la métairie après la tombée de la nuit. Les rares visiteurs disaient ressentir une pression sourde dans les oreilles, un léger vertige, comme si l'air y circulait mal. Un dernier témoignage, daté de l'été 1912, évoque un murmure perceptible certains soirs, mêlé au vent dans les arbres détrempés. Pas des mots. Une tentative de rythme, une respiration qui cherchait encore sa place. Ce n'était plus seulement une maison qui se dégradait. C'était un espace que l'on modifiait pour contenir quelque chose. Et à la basse-combe, chacun comprenait désormais que le mur ne servait pas à protéger la maison du dehors, mais à retenir ce qui s'y trouvait déjà. L'année 1913 fut celle où le hameau comprit que ce qui se passait à la métairie des Vaux ne relevait plus d'une simple étrangeté domestique. Ce fut l'année des ajustements, des silences organisés et des gestes répétés jusqu'à devenir invisibles. Les saisons continuaient de tourner, mais à la basse-combe, quelque chose semblait retenu, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Hélène Montlore ne sortait presque plus le jour. En revanche, chaque soir, à heure fixe, on la voyait traverser la cour avec son seau recouvert d'un linge. La démarche était lente, prudente, comme si elle craignait de renverser son contenu. Les témoins notèrent qu'elle s'arrêtait toujours au même endroit, contre le mur nord, là où la pente descendait vers le marais. Elle restait immobile quelques secondes, parfois plus, puis repartait sans un mot, le seau désormais vide. Une lettre retrouvée dans les papiers d'une cousine éloignée mentionne une visite rendue à la métairie au début de l'été. L'auteur y décrit une maison trop ordonnée pour être saine. Les meubles avaient été déplacés, non pour le confort, mais pour dégager des espaces précis. Le mur nord, à l'intérieur, était dissimulé derrière une armoire massive, dont l'arrière semblait anormalement usé, strié de marques verticales. Lorsqu'elle posa la main dessus, elle sentit une vibration légère, régulière, semblable à un battement. La cousine raconte également l'odeur, plus forte qu'auparavant, une odeur de nourriture tiède, de graisse refroidie, mêlée à celle de la chaux fraîche. Hélène, presque aveugle désormais, se repérait dans la maison en comptant ses pas à voix basse. Elle parlait peu, mais répétait souvent la même phrase « Tant qu'on nourrit, ça tient ». La cousine n'osa pas demander ce que cela signifiait. Étienne, lui, semblait s'être effacé. Certains affirmaient l'avoir vu entrer dans la grange au petit matin, couvert de boue jusqu'aux genoux,
comme s'il avait passé la nuit près du marais. D'autres disaient qu'il dormait à peine, restant assis près du mur, l'oreille collée à la pierre, attendant un signal que personne d'autre ne percevait. Les bruits changèrent de nature, moins fréquents, mais plus précis. On n'entendait plus de raclements, mais des coups sourds, espacés, suivis de longues pauses, comme une réponse attendue. Le vent, lorsqu'il s'engouffrait entre les arbres détrempés, portait parfois un son différent, plus profond, qui semblait provenir de l'intérieur de la maison, plutôt que de la forêt. À l'automne, des documents municipaux font état de disparitions mineures. Un colporteur non revenu de sa tournée, un vagabond aperçu pour la dernière fois près du marais, une mendiante ayant demandé l'aumône à la métairie. Aucun lien officiel n'est établi. Les signalements sont classés sans suite. Le marais, cette saison-là, ne gela pas. L'eau stagnante dégageait une vapeur constante, attirant des nuées d'insectes et des animaux nerveux. Les chevaux refusaient de s'en approcher. Une nuit, un cri bref fut entendu, aussitôt étouffé par le brouillard. Personne ne sortit. Vers la fin de l'année, les sorties d'Hélène cessèrent brusquement. Le seau ne reparut plus. En revanche, une odeur plus forte se mit à flotter autour de la métairie, perceptible même à distance. Le mur nord, dit-on, semblait légèrement bombé, comme sous une pression lente. À la basse-combe, chacun comprit alors que ce qui avait été nourri n'avait plus besoin de l'être de la même manière. Et que le silence, désormais, était devenu la seule chose capable de contenir ce qui restait derrière le mur. L'hiver 1913-1914 fut le plus silencieux que la basse-combe ait connu depuis des générations. La neige ne tint pas, remplacée par une pluie glacée qui transformait les chemins en coulées sombres. Le marais déborda à plusieurs reprises, gagnant du terrain jusqu'aux abords de la métairie des Vaux. C'est à ce moment-là que les derniers signes de vie visibles cessèrent. Plus personne ne vit Hélène Montlore, plus personne n'aperçut Étienne. La maison semblait inhabitée, pourtant la cheminée fumait encore certains soirs. Une fumée basse, lourde, qui ne montait pas droit dans l'air, comme si elle était retenue par l'humidité ambiante. Les bruits, eux, ne disparurent pas. Ils changèrent. Ce n'étaient plus des coups, ni des frottements. C'était une respiration continue, profonde, qui semblait circuler dans les murs eux-mêmes. Les nuits sans vent, on pouvait l'entendre depuis le chemin. Un souffle lent, régulier, accompagné parfois d'un léger cliquetis, comme celui de dents heurtant la pierre. En février 1914, un effondrement partiel du marais mit au jour des ossements animaux et humains mêlés. L'administration locale, embarrassée, dépêcha discrètement 2 gendarmes. Aucun rapport officiel complet ne subsiste de leur intervention. Mais une lettre privée, retrouvée des décennies plus tard, décrit leur entrée dans la métairie. La maison était chaude, anormalement chaude, le bois suintait, l'odeur était insoutenable. Les pièces du rez-de-chaussée étaient presque vides, comme si l'on avait dégagé l'espace volontairement. Contre le mur nord, l'armoire avait été déplacée. À sa place, une porte grossièrement scellée, renforcée de clous et de planches, portait des marques profondes, répétées, à hauteur d'homme. Derrière cette porte, ils découvrirent une cavité aménagée dans l'épaisseur du mur, élargie au fil des mois. Pas une cache, pas une tombe, une cellule. Les parois étaient couvertes de traces sombres, anciennes et récentes. Le sol, légèrement incliné, permettait à l'eau stagnante de s'écouler vers une rigole creusée à la hâte. À l'intérieur se trouvait un homme, ou ce qu'il en restait, amaigri jusqu'à l'os. Les yeux agrandis par l'obscurité permanente, les ongles cassés, usés jusqu'à la chair. Il respirait encore, lentement, méthodiquement. Il ne cria pas, il ne tenta pas de fuir. Il regarda simplement la lanterne, comme on regarde quelque chose qu'on a appris à attendre. Les documents ultérieurs suggèrent qu'il s'agissait d'Armand Montlore, l'aîné, maintenu là depuis des années, nourri, lavé sommairement, maintenu en vie, mais privé de toute autre forme d'existence. Les raisons restent floues. Certains parlent d'une crise, d'un acte de violence initiale.
dissimulée puis réparée par la mer. D'autres évoquent une peur maladive du scandale, transformée en routine monstrueuse. Hélène fut retrouvée morte dans la maison, assise contre le mur, un seau vide à ses pieds. Étienne avait disparu. Aucun avis de recherche sérieux ne fut lancé. Le dossier fut classé sous la mention « anomalie rurale grave ». La cavité fut murée, la métairie rasée quelques années plus tard. Le hameau se vida progressivement. Aujourd'hui encore, lorsqu'on marche dans la vallée de Rochebrune partant de Brouillard, certains affirment entendre une respiration étouffée mêlée au vent. Pas un fantôme, pas un souvenir, seulement l'écho d'un silence entretenu trop longtemps. Car à la basse Combe, une mère n'a pas nourri un monstre, elle a nourri son fils, et personne n'a voulu savoir jusqu'où cela était allé. Le dossier fut refermé sans conclusion définitive. Les pierres de la métairie furent réemployées ailleurs, mêlées à d'autres murs, d'autres maisons, d'autres silences. Le marais fut drainé partiellement, sans jamais disparaître tout à fait. À la basse Combe, les anciens cessèrent de raconter, et les registres restèrent muets. Il ne subsiste aujourd'hui qu'un terrain humide où rien ne pousse vraiment. Pourtant, certains promeneurs évoquent une sensation persistante, comme une présence retenue sous la terre, patiente, attentive. Pas une menace. Pas une plainte, seulement quelque chose qui attend encore qu'on lui apporte de quoi continuer.